Bien, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le maire, François, merci beaucoup, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le président de la communauté urbaine, Monsieur le préfet, Monsieur le premier président près la cour d'appel, Monsieur le procureur général, Madame la rectrice, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs. Merci, Monsieur le maire, de nous accueillir au Mureau et aujourd'hui, à la fois poser des actes et avoir un échange sur un sujet aussi important pour notre République dans votre ville, dans votre département, n'est pas un hasard. Vous êtes une terre de combat républicain et vous savez les mener, une ville de solutions, comme vous avez coutume de le dire, et un département terre de contraste, mais qui a toujours su, par l'école, la formation, le travail, affronter ces défis. L'objectif de notre rendez-vous d'aujourd'hui est double. D'abord, définir la réalité de nos problèmes, sans tabou, mais sans facilité non plus. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans notre société, met en danger notre République, notre capacité à vivre ensemble? Et vous faire part des décisions prises en conséquence, qui sont le fruit d'un travail méthodique, conduit depuis près de 3 ans, et que nous avons, ces dernières semaines, finalisé avec le gouvernement. Le problème, ce n'est pas la laïcité. Je l'ai plusieurs fois rappelé. La laïcité en République française, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, la possibilité d'exercer son culte à partir du moment où l'ordre public est assuré. La laïcité, c'est la neutralité de l'État et en aucun cas l'effacement des religions dans la société et dans l'espace public. La laïcité, c'est le ciment de la France unie. Si la spiritualité relève du domaine de chacun, la laïcité est notre affaire à tous. Et donc les républicains sincères ne doivent jamais céder à ceux qui, au nom du principe de laïcité, tentent de susciter des divisions, des confrontations, à partir de multiples sujets qui, bien souvent, sont l'essentiel de nos discussions, mais pas l'essentiel du problème. En la matière, nous avons des règles. Il nous faut les faire respecter fermement et justement, partout, sans concession. De la même manière, ne nous laissons pas entraîner dans le piège de l'amalgame tendu par les polémistes et par les extrêmes, qui consisterait à stigmatiser tous les musulmans. Non. Ce piège, c'est d'ailleurs celui que nous tendent les ennemis de la République, qui consisterait à faire de chaque citoyen de confession musulmane un allié objectif parce qu'il serait la victime d'un système bien organisé. Trop facile. Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. C'est un projet conscient, théorisé, politico-religieux, qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République, qui se traduit souvent par la constitution d'une contre-société et dont les manifestations sont la déscolarisation des enfants, le développement de pratiques sportives, culturelles, communautarisées, qui sont le prétexte pour l'enseignement de principes qui ne sont pas conformes aux lois de la République. C'est l'endoctrinement et par celui-ci la négation de nos principes, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité humaine. Le problème, c'est cette idéologie qui affirme que ces lois propres sont supérieures à celles de la République. Et je l'ai souvent dit, je ne demande à aucun de nos citoyens de croire ou de ne pas croire, de croire un peu ou modérément. Ça n'est pas l'affaire de la République. Mais je demande à tout citoyen, quelle que soit sa religion ou pas, de respecter absolument toutes les lois de la République. Et il y a, dans cet islamisme radical, puisque c'est le cœur du sujet, abordons-le et nommons-le, une volonté revendiquée, affichée, une organisation méthodique pour contrevenir aux lois de la République et créer un ordre parallèle, ériger d'autres valeurs, développer une autre organisation de la société, séparatiste dans un premier temps, mais dont le but final est de prendre le contrôle complet, celui-ci.
Et c'est ce qui fait qu'on en vient ainsi progressivement à rejeter la liberté d'expression, la liberté de conscience, le droit au blasphème, que, insidieusement, on conduit à se radicaliser. Près de 170 personnes, pour ne citer qu'un exemple, sont suivies pour radicalisation violente ici dans les Yvelines. On vient parfois jusqu'à aller faire le djihad. Nous savons que nous avons 70 jeunes qui sont partis en Syrie dans le département et qui sont souvent des enfants de la République, suivant cette dérive, allant même jusqu'à passer à l'acte en tentant de verser le sang, ou parfois jusqu'au pire. C'est aussi cette voie dont nous avons encore vu les manifestations vendredi dernier à proximité des locaux de Charlie Hebdo. À cet égard, quand j'évoque tout cela, je n'oublie évidemment ni le moment ni le lieu où nous parlons. Le moment, celui du procès des attentats de janvier 2015, et j'ai une pensée émue et fraternelle pour les familles, les blessés, les familles de victimes et leurs proches qui ont vécu l'horreur en janvier 2015. Et je veux ici aussi, parce que je n'oublie pas le lieu, rendre hommage à toutes les victimes du terrorisme, et en particulier au commandant de police Jean-Baptiste Salvin et à sa compagne, Jessica Schneider, dont le souvenir est encore vivace au Murau. Mais en disant tout cela, en rappelant chacune de ces étapes, si je puis dire, qui n'est pas un chemin univoque ni une fatalité, je ne veux qu'il n'y ait aucune confusion ni aucun amalgame. Aucune de ces réalités ne doit être écrasée l'une sur l'autre. Mais force est de constater qu'il y a un islamisme radical qui conduit à nier les lois de la République, qui conduit à banaliser la violence et qui a conduit certains de nos citoyens, de nos enfants, à choisir le pire ou à considérer que le pire était devenu naturel. Et donc à créer les conditions de dérives politiques, mais aussi de dérives violentes, celles du terrorisme islamiste. Ce qui est aujourd'hui notre défi, c'est de lutter contre la dérive de certains au nom de la religion, en veillant à ce que ne soient pas visés ceux qui veulent croire en l'islam et sont pleinement citoyens de notre République. Et au fond, depuis des années, nous sommes encombrés par cette réalité. Voulez-vous dire les choses et considérer que des millions de nos citoyens vivent dans la République comme citoyens pleins et entiers et croient dans l'islam? On vous dit, vous êtes naïfs, vous les couvrez, vous ne regardez pas le problème en face. Voulons-nous répondre à ces dérives que j'évoque, y compris dans leurs formes les plus radicales? On tombe dans le piège de stigmatiser toute une religion. Le chemin, c'est celui que je viens de tracer. Isoler le problème, celui de l'islamisme radical, savoir que chacune de ces étapes peut mécaniquement entretenir l'autre. Et donc ne céder à aucune facilité, aucun cynisme, dire les choses, et accepter aussi que nous sommes face à un défi qui a mis des décennies à se constituer dans notre pays et que nous ne le terrasserons pas en un jour. Mais c'est ensemble que nous devons, dans un réveil républicain, nous opposer à ceux qui veulent nous séparer. Beaucoup de choses ont été écrites, décrites, analysées très profondément sur ce que notre pays vit à cet égard. J'aurai l'humilité de ne pas me prétendre un spécialiste, mais en quelques mots pour partager les choses telles que je les vois. L'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui, partout dans le monde. Nous ne le voyons pas que dans notre pays. C'est une crise profonde qui est liée à des tensions entre des fondamentalismes, des projets justement religieux et politiques qui, on le voit dans toutes les régions du monde, conduisent à un durcissement très fort. Y compris dans des pays où l'islam est la religion majoritaire. Regardez notre ami de la Tunisie, pour ne citer que cet exemple. Il y a 30 ans, la situation était radicalement différente dans l'application de cette religion, la manière de la vivre, et les tensions que nous vivons dans notre société sont présentes dans celle-ci, qui est sans doute l'une des plus éduquées, développées de la région. Et donc, il y a une crise de l'islam partout qui est gangrénée par ces formes radicales, par ces tentations radicales et par une aspiration à
un djihad réinventé qui est la destruction de l'autre. Le projet de califat territorial contre lequel nous avons lutté au Levant, contre lequel nous luttons au Sahel, mais partout des formes plus ou moins insidieuses, les plus radicales. Cette crise nous touche, par définition aussi. À cela s'ajoutent les influences extérieures et une organisation méthodique de pouvoirs politiques, d'organisations privées qui ont poussé ces formes les plus radicales. Et il faut bien le dire que nous avons laissé faire, chez nous comme à l'étranger. Wahhabisme, salafisme, frères musulmans, beaucoup de ces formes étaient au début d'ailleurs pacifiques pour certaines. Elles ont progressivement dégénéré dans leur expression, elles se sont elles-mêmes radicalisées, elles ont porté des messages de rupture, un projet politique, une radicalité dans la négation, par exemple, de l'égalité femmes-hommes, et par des financements extérieurs, par un endoctrinement venant de l'extérieur, elles ont atteint notre territoire dans son intimité. Cette réalité nous touche, nous frappe, elle a grandi ces dernières années, il faut la nommer. À cela s'ajoute le terreau sur lequel tout ce que je viens de décrire s'est établi. Nous avons nous-mêmes construit notre propre séparatisme. C'est celui de nos quartiers. C'est la ghettoisation que notre République, avec initialement les meilleures intentions du monde, mais a laissé faire. C'est-à-dire que nous avons eu une politique, on a parfois appelé ça une politique de peuplement, mais nous avons construit une concentration de la misère et des difficultés. Et nous le savons très bien. Nous avons concentré des populations souvent en fonction de leurs origines, de leurs milieux sociaux. Nous avons concentré les difficultés éducatives, économiques dans certains quartiers de la République. Nous avons, malgré les efforts des élus, des préfets de la République, dont je salue l'engagement, nous n'avons pas pu, à cause justement de cela, suffisamment recréer de mixité. Et surtout, nous n'avons pas réussi à aller aussi vite que ce phénomène en termes de mobilité éducative et sociale. Et donc, nous avons créé des quartiers où la promesse de la République n'a plus été tenue. Et donc, des quartiers où l'attraction de ces messages, où ces formes les plus radicales, qui étaient source d'espoir, qui apportaient et qui apportent, soyons lucides, des solutions pour éduquer les enfants, apprendre la langue d'origine, s'occuper des personnes âgées, fournir des services, permettre de faire du sport. Au fond, ce que la République n'a plus apporté parce qu'elle était submergée par ses propres difficultés, parce que parfois elle avait reculé en termes de services publics, eh bien, ces organisations, les porteurs de cet islam radical, s'y sont méthodiquement substitués. Et donc, sur nos reculs, parfois nos lâchetés, ils ont construit leur projet. Méthodiquement, là aussi. C'est pourquoi les insuffisances de notre politique d'intégration, de nos luttes contre la discrimination, du racisme comme de l'antisémitisme, l'un nourrissant l'autre, ont aussi progressivement favorisé ce développement. J'ajoute un dernier point pour ce qui est de notre pays et essayer de décrire de la manière, je dirais, la plus humble, sans doute imparfaite, mais ce que nous avons vécu et ce que nous vivons. S'ajoute à tout cela le fait que nous sommes un pays qui a un passé colonial. Et c'est ainsi. Et qui a des traumatismes qu'il n'a toujours pas réglés, avec des faits qui sont fondateurs dans notre psyché collective, dans notre projet, dans notre manière de nous voir. La guerre d'Algérie en fait partie. Et au fond, toute cette période de notre histoire est revue comme à rebours, parce que nous n'avons jamais déplié les choses nous-mêmes. Et donc nous voyons des enfants de la République, parfois d'ailleurs enfants ou petits-enfants, de citoyens aujourd'hui issus de l'immigration et venus du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, revisiter leur identité par un discours post-colonial ou anticolonial. Nous voyons des enfants dans la République qui n'ont jamais connu la colonisation, dont les parents sont sur notre sol et les grands-parents depuis longtemps,
mais qui tombent dans le piège, là aussi méthodique, de certains autres, qui utilisent ce discours, cette forme de haine de soi que la République devrait nourrir contre elle-même, mais aussi de tabous que nous avons nous-mêmes entretenus, et faisant miroiter leurs origines avec notre histoire, nourrissent aussi ce séparatisme. Je distingue chacun de ces éléments méthodiquement, mais ils se mélangent tous dans la réalité de nos vies. Ils se mélangent tous. Ils se nourrissent les uns des autres. Et le projet politique, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai appelé séparatisme islamiste, parce qu'il s'émancipe parfois même de la stricte religion dans un projet conçu. Eh bien, mélange toutes ces réalités. Mais elles sont là. Et donc, il nous faut affronter avec beaucoup de détermination et de force les formes inacceptables et radicales aujourd'hui à court terme. Il nous faut reconquérir tout ce que la République a laissé faire et qui a conduit une partie de notre jeunesse ou de nos citoyens à être attirés par cet islam radical. Et il nous faut aussi revenir sur nos propres traumatismes et nos propres insuffisances pour en quelque sorte ouvrir ce livre. Et je le dis parce que c'est tout cela qu'il nous faut tenir ensemble. Si nous avons un discours réducteur, nous enverrons un message simple à toute la jeunesse des quartiers. Nous ne vous aimons pas, vous n'avez pas de place dans la République, filez vers chez eux. Si nous avons un message naïf, nous laisserons aussi filer toute une partie de notre République qui nous dira « ils ne savent pas s'attaquer aux problèmes de mon quotidien ». J'en vis les conséquences. Je vois l'école qui ferme à côté de chez moi, les pratiques, l'association, les psalmodieurs. Il nous faut traiter les deux tout à la fois, en dépliant chacun des points que je viens d'évoquer. Et donc, c'est une action qui commence aujourd'hui, et c'est une action tous ensemble que nous devrons mener et qui prendra des années et des années. Sur ce sujet, nous agissons depuis le premier jour, avec beaucoup de force, de détermination sur le terrain. Nos fonctionnaires sont à pied d'œuvre. Je ne vais pas ici redire tout ce qui a été fait depuis 3 ans en matière de lutte contre le terrorisme, mais beaucoup a été fait par nos services de renseignement, par nos forces de sécurité intérieure, par nos magistrats. Des lois votées dès le début du quinquennat, une organisation nouvelle, des services de renseignement mieux coordonnés, un parquet spécialisé créé, des moyens accordés, 32 attentats déjoués. Mais les choses se sont aussi transformées, accompagnant les mutations que je viens d'évoquer. Nous avions affronté un terrorisme importé, nous avons ce qu'on appelle un terrorisme endogène, dont les formes se sont hybridées et qui est aux confins, pour certains, des dérives qui viennent de l'islam radical, pour d'autres, aux confins de la psychiatrie et de la radicalisation politico-religieuse, avec parfois des individus, on le sait, très isolés, qui peuvent en quelques heures se radicaliser. Et donc il nous faut continuer avec détermination, force, et c'est la mission, l'engagement du ministre de l'Intérieur et à ses côtés de tous les fonctionnaires auprès de lui, c'est aussi la mission du garde des Sceaux pour continuer à déjouer, à avancer, à reconquérir. Nous avons aussi, depuis 2017, accru la lutte contre la radicalisation, là aussi avec des actes clairs, précis, fermes. Dès la fin 2017, des plans de lutte contre la radicalisation impliquant l'ensemble des services de l'État ont été déployés à bas bruit, dans 15 quartiers, de manière extrêmement confidentielle pour avoir des méthodes les plus efficaces, avec une coopération de tous les services de l'État, des magistrats sur le terrain, des services de renseignement. 212 débits de boissons, 15 lieux de culte, 4 écoles, 13 établissements associatifs et culturels ont été fermés. Des centaines de contrôles réalisés, des millions d'euros saisis dans ces quartiers. Les résultats obtenus nous ont conduits à étendre cette méthode à l'ensemble du territoire. Les résultats, nous les avons. Cette méthode a éprouvé son efficacité. Nous l'étendons et nous la menons maintenant partout sur le sol français. Dans chaque département, des cellules de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire ont été installées l'hiver dernier. Elles ont déjà permis d'interdire des conférences organisées par des mouvements islamistes radicaux, d'entraver financièrement une association détournant sa raison d'être pour promouvoir l'islam politique, ailleurs de fermer une école clandestine où des jeunes filles de 7 ans portaient le voile intégral, etc., etc. Au total, depuis le 1er janvier 2020,
400 contrôles ont été effectués, 93 fermetures prononcées. Les actes sont là, je les assume, le gouvernement avec moi. Ils valent souvent mieux que les mots. Nous continuerons sur ce point d'avancer. Et je veux souligner combien le travail qui est conduit par le gouvernement en matière de lutte contre les stupéfiants et contre les bandes organisées est un travail jumeau de celui-ci. Parce que bien souvent, ces réseaux d'un islam radical sont financièrement organisés en lien avec les stupéfiants, en lien avec une économie qui les nourrit et organise, si je puis dire, les propres désordres du quartier ou son propre ordre parallèle. Tout ça se tient et c'est ce plan coordonné, déterminé que nous continuerons de mener. Nous n'avons jamais fait preuve d'angélisme ou de naïveté, ces actions n'avaient jamais été mises en œuvre avec un tel esprit systématique et une telle méthode. Il nous faut donc aujourd'hui non seulement les poursuivre, mais les amplifier. Notre réponse doit être plus large, puissante, répondre aux problèmes concrets observés sur le terrain. Et la réponse passe par des mesures d'ordre public, elle passe aussi par des mesures de réengagement de la République et au fond par une stratégie d'ensemble que je veux ici exposer et qui pour moi tourne autour de 5 piliers principaux. C'est une mobilisation de toute la nation, ce réveil républicain que j'évoque. Et ce que nous avons ainsi conçu, préparé, mûri, c'est le fruit des observations de terrain de nos fonctionnaires, mais aussi des élus, des associations, parce qu'il nous faudra tous ensemble la bâtir. Au cœur de cette stratégie, il y a la mobilisation de beaucoup d'acteurs, la responsabilisation de certains, il y aura aussi un texte de loi. Le ministre de l'Intérieur et sa ministre déléguée présenteront le 9 décembre prochain, en Conseil des ministres, un projet de loi qui, 115 ans après l'adoption définitive de la loi de 1905, visera à renforcer la laïcité, à consolider les principes républicains. Et l'ensemble des ministres ici présents ont été fortement contributeurs de ce texte, et je les en remercie, et continueront de l'enrichir dans les jours et semaines qui viennent, au fur et à mesure des concertations, et auront à conduire, côté du ministre et de la ministre, les débats parlementaires. Le premier axe de ce réveil, de ce patriotisme républicain sur ce sujet que j'appelle de mes vœux, c'est d'abord un ensemble de mesures d'ordre public et de neutralité du service public, qui constituent des réponses immédiates, fermes à des situations constatées, connues, contraires à nos principes. Des élus, parfois sous pression de groupes ou de communautés, ont pu envisager et peuvent envisager d'imposer des menus confessionnels à la cantine. Nous avons sur ce sujet des cas dans des départements comme la Seine-Saint-Denis, mais aussi en Normandie. D'autres élus excluent ou projettent d'exclure les hommes ou les femmes de certains créneaux d'accès aux piscines. Ce fut par exemple le cas dans une commune non loin d'ici, où des femmes ont revendiqué des horaires d'accès distincts des hommes à la piscine. Une fois la loi votée, le préfet pourra suspendre les actes municipaux correspondant à ces situations en constatant cette carence républicaine et, si sa décision n'était pas appliquée, se substituer à l'autorité locale avec l'accord du juge. C'est à la fois une mesure de protection de ce qui est la neutralité des services publics, de ce qui est aussi le maintien de l'ordre public, et c'est ce qui, dans certaines situations, peut aussi permettre de protéger face à de telles pressions nos élus. Parce que je ne sous-estime pas, pour certains, la pression sur le terrain qui peut exister. Nous aurons, sur beaucoup de sujets, relevant du domaine médical, relevant de l'urbanisme, des décisions très concrètes qui seront portées par ce texte de loi et qui correspondent là aussi à des situations observées, qui contreviennent, à l'ordre public, qui à l'égalité femmes-hommes, et qu'il est important de régler avec beaucoup de calme là aussi, de respect, de pragmatisme. Au sein de nombreux services publics exercés par des entreprises, en particulier les transports en commun, nous avons aussi vu ces dernières années se multiplier les dérives. Elles choquent, et souvent elles sont constatées avec une forme d'impuissance parce qu'il y a un contournement de la loi. Des contrôleurs qui refusent
à des femmes l'accès au bus en raison de leur tenue. Pour être très clair, parce qu'elles n'ont pas une tenue qu'ils considèrent eux-mêmes comme décente. Des demandes de port du signe ostentatoire, d'agents, certes de délégataires privés, mais d'agents qui exercent des services délégués par la commune, par le département, par l'État, et donc qui portent ces signes dans le cadre de leur mission. Des phénomènes de radicalisation poussés qui progressent. Nous avons ainsi, ces derniers mois, été amenés à suivre avec beaucoup plus d'attention plus de 80 personnes travaillant dans les services de Roissy-Charles de Gaulle. Tous ces sujets montrent que là où la neutralité du service public était claire et établie quand elle est dans la main des fonctionnaires, dans les lieux maîtrisés, s'était installée une série de dérives lorsque le service public était concédé. Ce que ce texte de loi permettra de faire de manière très concrète, c'est que l'obligation de neutralité sera applicable aux agents publics, dans le cadre, évidemment, de leur action, mais surtout, elle sera étendue aux salariés des entreprises délégataires, ce qui n'était pas clairement le cas jusqu'alors. Ce qui nous permettra, sur chacune des situations inacceptables que j'évoquais, d'avoir une réponse claire, ferme, d'éviter ces dérives, parfois ces pressions inadmissibles. Tous ces faits qui ne sont pas conformes à nos principes, il fallait s'y attaquer, et nous le faisons avec fermeté et conviction. Contrôler, poursuivre, sanctionner. Mais cela ne suffit pas. À l'islamisme radical brandi comme une fierté, nous devons opposer un patriotisme républicain assumé et aller plus loin. Le deuxième axe, c'est celui qui concerne les associations. Nos associations sont un pilier de notre pacte républicain. Extrêmement importante, le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports le sait ô combien. Et je crois que tous les élus ici présents et nos préfets le savent. Nos associations sont des acteurs, des relais. Et dans notre histoire, elles ont forgé, hors du temps, si je puis dire, stricto sensu de la République ou de nos rites républicains, ou du temps de l'école, ou des temps consacrés, elles forgent un temps de vie où nos valeurs sont en partage. Et donc il est assez logique que celles et ceux qui portent ce projet de séparatisme islamiste aient investi le champ associatif, parce qu'ils l'ont identifié comme la forme, en tout cas l'espace le plus efficace pour diffuser leurs idées, rendre des services que des associations laïques ou que d'autres associations respectant la loi de la République ne rendaient plus, parfois que la République elle-même ne rendait plus, et par ce truchement, diffuser de manière subreptice ou de manière très revendiquée un message d'islam radical. Ce que nous constatons avec vous, avec les médias, les préfets, avec les universitaires qui travaillent le sujet, c'est que nombre d'associations proposant des activités sportives, culturelles, artistiques, linguistiques ou autres, qui ont pour raison d'être l'accompagnement des plus précaires ou l'aide alimentaire, déploient en réalité des stratégies assumées d'endoctrinement. Les associations doivent unir la nation et pas la fracturer. Et nous ne céderons rien sur ce principe qui est au cœur même de la liberté qui est associée à la protection des associations dans notre pays et au statut si particulier qu'elles occupent dans la République. Les motifs de dissolution des associations en Conseil des ministres étaient jusque-là très limités aux faits de terrorisme, de racisme et d'antisémitisme. Ils seront étendus à d'autres motifs, comme les faits d'atteinte à la dignité de la personne ou de pression psychologique ou physique. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous allons donc renforcer les contrôles, mettre dans la loi les principes en vertu desquels il sera permis de dissoudre les associations et assumer que, en vertu de nos principes républicains, et sans attendre que ce soit le pire, on puisse dissoudre des associations dont il est établi qu'elles portent ces messages, qu'elles contreviennent à nos lois et nos principes. Avant la dissolution, il y a le financement. Toute association sollicitant une subvention auprès de l'État ou d'une collectivité territoriale devra signer un contrat de respect des valeurs de la République et des exigences minimales de la vie en société, pour reprendre la formule du Conseil constitutionnel.
Si le contrat est rompu, ses responsables devront rembourser, car il est nécessaire que l'argent public ne serve pas à financer les séparatistes, c'est d'évidence. Beaucoup ont commencé sur cette voie. Et d'ailleurs, dans votre département, je sais que beaucoup d'élus ont commencé à faire signer aux associations sportives ces chartes de laïcité. C'est un contrat renforcé, commun, que nous proposerons à l'ensemble des collectivités territoriales comme modèle, que nous appliquerons, et nous avons commencé à le faire. La ministre l'a fait pour d'ailleurs toutes les associations relevant du ministère de la Ville, et nous sommes en train de le déployer pour toutes les associations du ministère des Sports, parce que c'est une nécessité, mais nous souhaitons que partout, État, collectivités, sur tout le territoire, aient la même nature de contrat et d'exigence, et les mêmes règles en termes de respect des financements. Avec là aussi un contrôle qui sera permis sur cette base, et donc un suivi financier et une obligation de remboursement, comme je l'évoquais. Au total, sur nos associations, la loi ainsi proposée permettra de renforcer les éléments de contrôle, le respect de nos valeurs républicaines, mettra des contraintes supplémentaires en termes de clarté du respect de nos principes sur les financements et permettra des dissolutions, là aussi, lorsque les infractions sont constatées sur les principes que j'évoquais. C'est une nécessité. Nous le faisons en respectant la liberté d'association, avec un travail très fin qui a été mené par le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur, et je les en remercie. Mais je crois aussi que c'est par ce dispositif que nous pourrons beaucoup plus efficacement fermer les structures inacceptables et accroître la pression sur les associations qui subrepticement dérivent. Le troisième pilier de notre stratégie, c'est l'école. Celui-ci est ô combien essentiel et vous constatez qu'à mesure que j'avance, je rentre, si je puis dire, dans l'intimité de notre vie républicaine. L'école, c'est le creuset républicain. C'est ce qui fait qu'on protège nos enfants de manière complète par rapport à tout signe religieux, à la religion. C'est vraiment le cœur de l'espace de la laïcité. Et c'est ce lieu où nous forgeons les consciences pour que les enfants deviennent des citoyens libres, rationnels, pouvant choisir leur vie. Et donc l'école est notre trésor collectif. C'est ce qui permet dans notre société de bâtir ce commun qu'est la République. Or, là aussi, nous avons vu des dérives, nous voyons des contournements et nous avons un combat à mener. Aujourd'hui, plus de 50 000 enfants suivent l'instruction à domicile, un chiffre qui augmente chaque année. Chaque semaine, des recteurs et des directrices découvrent des cas d'enfants totalement hors système. Chaque mois, des préfets ferment des écoles, entre guillemets, car elles ne sont pas déclarées même comme telles, illégales, souvent administrées par des extrémistes religieux. Partout sur notre territoire, le phénomène que nous voyons est simple. Des parents d'élèves qui viennent voir le directeur ou la directrice d'école et qui disent « Le cours de musique, c'est terminé, sinon il ne reviendra plus. La piscine avec les autres, c'est terminé, sinon il ne reviendra plus. » Il y a ensuite des certificats pour allergie au chlore qui sont donnés, puis des absences répétées. Et enfin, la déscolarisation. Nous allons l'inscrire au CNED. Ce sera très bien fait, c'est plus simple pour nous. Ces enfants ne vont pas au CNED. Parfois, ils ne reçoivent aucune éducation. Mais ils vont dans des structures qui ne sont nullement déclarées. La semaine dernière, nous en avons encore identifié une en Seine-Saint-Denis. Des structures très simples. Des murs, presque pas de fenêtres. Des enfants qui arrivent à 8 heures chaque jour, qui repartent à 15 heures. Des femmes en niqab qui les accueillent. Et lorsqu'on les interroge, des prières, certains cours. Voilà leur enseignement. C'est une réalité. Nous devons la regarder, la nommer en face. Et sur ce sujet, face à toutes ces dérives, qui excluent des milliers d'enfants de l'éducation à la citoyenneté, de l'accès à la culture, à notre histoire, à nos valeurs, à l'expérience de l'altérité, qui est le cœur de l'école républicaine. J'ai pris une décision, sans doute, et je la mesure, et nous en avons beaucoup débattu avec les ministres, sans doute l'une des plus radicales depuis les lois de 1882
et celle assurant la mixité scolaire entre garçons et filles en 1969. Dès la rentrée 2021, l'instruction à l'école sera rendue obligatoire pour tous, dès 3 ans. L'instruction à domicile sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé. Nous changeons donc de paradigme, mais c'est une nécessité. Notre école, ensuite, ne peut en aucun cas faire l'objet d'ingérences étrangères. Nous l'avions constaté, c'est le fameux système des ELCO, des enseignements de langue et culture d'origine, qui conduisait à avoir, sur notre sol, dans un cadre contractuel avec les pays d'origine, des enseignants qui ne maîtrisaient parfois pas le français, qui prodiguaient un enseignement dans le cadre de ces ELCO. Je rappelle qu'ils faisaient l'objet de contrats avec l'Algérie, le Maroc et la Turquie, des enseignements qui eux-mêmes n'étaient pas conformes aux lois de la République ou aux principes fondamentaux de nos programmes. Comme je l'avais annoncé à l'hiver dernier à Mulhouse, un travail a été conduit par le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères pour précisément mettre un terme à ce système et faire en sorte que nous n'ayons qu'un système, celui des EILE, où nous pouvons avoir un enseignement, par exemple en langue arabe, une contractualisation avec ces États, mais où nous avons un contrôle sur les enseignants, sur le respect de nos valeurs et sur les capacités linguistiques en langue française de ces derniers. C'est-à-dire un vrai contrôle de l'éducation nationale sur la qualité des enseignants et de l'enseignement. C'est aujourd'hui une réalité. Nous sommes en train de parachever les derniers termes de la négociation, mais au terme de négociations serrées avec les 3 pays que j'évoquais, nous mettons donc bien fin aux ELCO. Ça n'est pas simplement un projet qui avait parfois pu être par le passé agité, discuté. C'est une réalité. Ensuite, parce que l'école doit d'abord inculquer les valeurs de la République et non celles d'une religion, former des citoyens, non des fidèles, les écoles hors contrat, qui sont davantage contrôlées grâce à la grande avancée que constitue la loi dite Gatel, feront l'objet d'un encadrement encore renforcé. Je le dis ici très clairement, la liberté d'enseignement est importante dans notre République et il ne s'agit en aucun cas de la remettre en cause, de réveiller des passions que notre pays a pu connaître et qui seraient contre-productives. Et je pense que là aussi, il ne faut avoir aucun amalgame. La liberté d'enseignement, nous savons vivre avec, nous nous sommes organisés et les choses avancent bien. Mais sur le parcours des personnels, le contenu pédagogique des enseignements, l'origine des financements, il est légitime que l'État renforce les contrôles. Nous avons tous été confrontés ces derniers mois à des cas de lycées, de collèges, qui parfois étaient financés par l'État, par les régions, et sur lesquels nous n'avions pas une visibilité complète, parce que la loi ne le permettait pas. On se réveille quand le scandale arrive, ce qui est la pire des choses. Et donc, ce qui a été décidé, c'est de doter le ministère, justement, des voies et moyens de contrôler chacun de ces sujets, de pouvoir procéder à des fermetures administratives quand elles s'imposent, et il faut les assumer, tout en respectant la liberté d'enseignement et sans créer de passion inutile. La République s'est construite autour de l'école, qui forme plus que des individus, qui élève des citoyens, qui façonne des esprits libres. C'est pourquoi, j'en suis convaincu, la République résistera par l'école à ceux qui veulent la combattre ou la diviser. Et que c'est par l'école que nous permettrons à tous nos enfants d'accéder au savoir, à la culture, à la civilité républicaine, et donc à devenir pleinement citoyens et citoyennes. Ce projet, vous le constatez, est extrêmement ambitieux. Il a fait l'objet d'un très grand travail, et je veux en remercier vraiment les ministres, mais il est pour moi un pilier essentiel de cette stratégie. Positif, mais déterminé. Le 4e axe de la stratégie que nous entendons conduire, de ce réveil républicain, il consiste à bâtir enfin un islam en France qui puisse être un islam des Lumières. Je suis toujours prudent sur ces formules, on en a eu beaucoup. On a pu parler d'un islam de France. Je ne veux pas
ici rentrer dans des débats sémantiques parce que j'ai constaté que quand je les introduisais, je nourrissais ensuite énormément de commentaires. Donc je ne pense pas qu'il faille une forme d'islam gallican, non. Mais il nous faut aider cette religion dans notre pays à se structurer pour être un partenaire de la République pour ce qui est des affaires que nous avons en partage. Et c'est normal. Les autres religions se sont ainsi structurées, d'abord parce que c'est leur histoire, parfois leur structure même, et nous avons appris à vivre ensemble. Mais là aussi, nous nous devons la lucidité. Lorsque la loi de 1905 a été votée, l'islam n'était pas une religion si présente dans notre pays, et elle s'est beaucoup développée ces dernières années, aussi à travers les vagues migratoires qui sont plutôt celles du XXe siècle. Et donc nous sommes face à une réalité dont l'organisation ne correspond pas à nos propres méthodes, à nos propres truchements. Nos interlocuteurs aujourd'hui n'assument pas une vraie responsabilité cultuelle. Et donc il est très difficile pour le ministre en charge des cultes, des préfets, des maires, de savoir à qui ils parlent lorsqu'ils veulent pouvoir évoquer les sujets qui relèvent du culte et ont un impact sur notre vie en société et parfois sur l'ordre public. Parce que le culte n'y est pas ainsi organisé. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce sujet d'arrache-pied. J'ai discuté avec à peu près tous les spécialistes, acteurs, les différentes équipes de direction du CFCM. J'ai pu à un moment réfléchir à une voie, celle d'une approche concordataire. Mais je pense qu'elle était inadaptée au temps que nous vivons. Elle aurait créé des ruptures avec les autres religions, son cadre juridique aurait été très fragile, et je pense qu'elle aurait sans doute d'ailleurs suscité des réflexions contre-productives. Vous allez vous occuper, vous, État, d'organiser l'islam, c'est donc vous qui allez financer telle et telle chose avec l'argent du contribuable. Je vous laisse imaginer ce dans quoi nous serions rentrés, vu la passion des débats, leur irrationnels que nous avons parfois. C'est pourquoi nous avons engagé un travail de structuration et aussi de responsabilité partagée. Il y a maintenant un peu plus de 2 ans, le ministère de l'Intérieur a demandé à chaque préfet dans les départements d'identifier les interlocuteurs de l'islam. Ce qui aujourd'hui n'était pas véritablement fait, vous le savez, ce sont plutôt les CRCM qui existent. Ce travail a été fait, a permis d'identifier dans chaque département ou dans certains territoires de manière interdépartementale les interlocuteurs. Donc de structurer un dialogue. Et nous avons mené un vrai travail, une vraie réflexion avec le Conseil français du culte musulman. Et c'est ce chemin que nous allons ouvrir ensemble, c'est-à-dire essayer ensemble de bâtir une organisation qui va nous permettre, je l'espère, je le crois, de construire un islam des Lumières dans notre pays. C'est-à-dire un islam qui puisse être en paix avec la République, en respectant toutes les règles de séparation et en permettant d'apaiser toutes les voix. Ce n'est pas le travail de l'État de structurer l'islam, mais nous devons nous permettre, accompagner cette émergence, et c'est ce que ce dialogue, toute cette préparation nous a permis de faire. D'abord, et c'est le premier point en la matière, en libérant l'islam en France des influences étrangères. Sur ce sujet, nous allons le faire de 2 manières, parce qu'il y a 2 types d'influence. Il y a une influence qui est visible, qui est assumée, et il y a une influence qui est parfois plus profonde et dangereuse, mais qui est moins visible et moins assumée. La première influence qu'on a décidé de réduire en concertation avec les pays, c'est l'organisation même de l'islam consulaire. Vous le savez, nous sommes un pays où nous organisions la formation des imams dans des pays étrangers, mais aussi celle de psalmodieurs que nous faisions venir de manière régulière. C'est la Turquie, le Maroc et l'Algérie qui fournissaient ces imams et ces psalmodieurs. Nous avons décidé de mettre fin à ce système, de manière totalement apaisée avec les pays d'origine. Et en transition, c'est-à-dire sur 4 ans en moyenne, parce qu'il faut que les choses se fassent progressivement, parce que, je vais y revenir, nous allons nous-mêmes former nos imams et nos psalmodieurs. Les musulmans en France. Et donc, nous devons détacher ce lien qui est celui qu'on nomme de l'islam consulaire, parce qu'il nourrit des rivalités, des dysfonctionnements, mais surtout, il continue de faire porter ce surmoi postcolonial que j'évoquais par ailleurs,
avec énormément d'ambiguïté. Et il ne permet pas à la structuration de cette religion dans notre pays d'avancer comme il faut. Et je le dis de manière vraiment très apaisée et en accord à la fois avec le CFCM et les 3 pays que j'évoquais. Et donc nous mettons fin à ce lien et à cette influence étrangère. L'autre influence plus pernicieuse, plus grave, c'est celle du financement. Jusqu'à présent, nous avions une ambiguïté. Beaucoup de structures passaient par la loi de 1901 pour financer des activités cultuelles et avec beaucoup d'opacité, des structures qu'on voyait arriver. On en a vu arriver tellement sur nos territoires, dont nous découvrions qu'elles avaient été financées par telle fondation, parfois tel État étranger, tels intérêts, sans beaucoup de transparence. Les mosquées seront ainsi incitées à sortir de la forme associative pour basculer vers le régime prévu par la loi de 1905, à la fois plus avantageuse fiscalement et davantage contrôlée sur les plans des financements venant de l'étranger. Mais au-delà de cela, tous ceux qui continueraient à choisir la voie de 1901 verraient un contrôle renforcé drastiquement en termes d'origine de financement, du contrôle de cette origine et de transparence sur les fonds. Qu'est-ce que nous allons faire pour parler en termes simples pour ceux qui connaissent ces questions? Nous allons répliquer pour toutes les associations cultuelles qui se sont inscrites dans le cadre de la loi de 1901 les contraintes qui existaient dans le cadre de la loi de 1905 sans les avantages fiscaux de la loi de 1905. Normalement, c'est une incitation plutôt à aller vers 1905. Mais surtout, c'est la fin d'un système d'opacité. Il ne s'agit pas d'interdire les financements venant de l'étranger. Il s'agit simplement de les encadrer, de les rendre transparents, de les maîtriser. C'est un élément essentiel, là aussi, pour libérer l'islam en France des influences étrangères qui sont rarement pour le meilleur et, comme nous l'avons constaté, le plus souvent pour le pire. Et il s'agit véritablement de revenir à l'esprit et à la lettre de la loi de 1905, au fond que ces contournements et des décennies de laisser-aller ont édulcoré dans la pratique. Ce que nous allons de fait faire pour tous les lieux de culte, c'est donc renforcer les contrôles en termes de financement et aussi, sur les associations qui les portent, renforcer, comme je le disais tout à l'heure dans le deuxième axe, notre contrôle sur la nature de ce qui est dit, les actions qui y sont menées et le respect des valeurs de la République chez toutes celles et ceux qui les portent et les font vivre. Ensuite, la volonté de protéger les responsables des mosquées des putschs, des prises de contrôle hostiles par des extrémistes, est un élément très important de cette structuration. Aujourd'hui, sur nos territoires, ce que nous voyons, et je sais que les élus ici présents l'ont eux-mêmes constaté et parfois vécu, c'est au fond les prises de contrôle hostiles qui existent au niveau des mosquées pour aller justement soudainement changer les dirigeants de l'association cultuelle en quelques jours. Et on se réveille, en quelques jours, on voit des islamistes radicaux profiter des faiblesses dans les statuts pour prendre le contrôle de l'association, de tous ses financements, et mener la pire des politiques. Cela n'arrivera plus. Ce que nous allons très clairement installer, c'est un dispositif anti-putsch très robuste dans la loi, qui permettra d'éviter que ces protagonistes, qui sont les plus subtils, les plus sophistiqués, n'utilisent les faiblesses de nos propres règles pour venir prendre le contrôle des associations cultuelles et des mosquées, pour aller prédiquer le pire, organiser le pire, souvent mener d'ailleurs, dans le cadre de l'association cultuelle, des activités qui ne le sont pas du tout, qui commencent à devenir politiques, etc., etc. Enfin, l'ambition de former et promouvoir en France une génération d'imams, mais aussi d'intellectuels qui défendent un islam pleinement compatible avec les valeurs de la République est une nécessité. L'islam est une religion qui existe en France. Je sais que beaucoup ne veulent pas le voir et pensent que ce serait une manière efficace de lutter contre l'islam radical. Je pense que c'est une stupidité. D'abord parce que nier le réel n'est jamais une bonne voie, et ensuite parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que c'est le plus grand cadeau qu'on pourrait faire à ceux qui veulent basculer la République. Mais il nous faut, comme je le disais, aller au bout de cette structuration. Et donc ce
dont nous sommes convenus avec le Conseil français du culte musulman, c'est que d'ici à 6 mois au plus tard, celui-ci allait finaliser un travail largement commencé depuis plusieurs mois et indispensable. Un travail qui consiste, premièrement, à labelliser des formations d'imams dans notre pays. Deuxièmement, à assumer une responsabilité cultuelle qui sera celle de la certification des imams. Troisièmement, d'écrire une charte dont le non-respect entraînera révocation des imams. La structuration du pèlerinage du Hajj apportera des financements nécessaires. Nous avons conduit un très gros travail avec l'Arabie saoudite pour réglementer celui-ci. Et là aussi, un travail a été mené par le CFCM, par la MIF, pour justement bâtir une solution qui permettra d'avoir ainsi les financements et de structurer ces formations. Ce que je vous décris là, ce n'est pas l'État qui le fera, en vertu même du principe de séparation. Ce sera au Conseil français du culte musulman. Mais je lui fais confiance. Et c'est une responsabilité immense que nous lui confions. Mais en même temps, je leur ai dit avec le ministre il y a 2 jours, c'est une pression immense que nous allons exercer sur eux, parce que nous n'avons pas le droit d'échouer. Et je pense que c'est aujourd'hui ce dont nous avons besoin. S'agissant de la dimension intellectuelle, profane, l'État doit lui aussi s'engager. S'engager et soutenir ce qui, dans notre pays, doit nous permettre de faire émerger une meilleure compréhension de l'islam et aussi une meilleure formation intellectuelle, académique, qui des religieux, mais tous nos concitoyens qui s'intéressent à cette religion, à cette civilisation, pour mieux nous connaître aussi les uns les autres, parce que c'est un enjeu pour nous-mêmes. À cette fin, nous soutiendrons à hauteur de 10 millions d'euros les initiatives qui seront prises par la Fondation pour l'Islam de France en matière de culture, d'histoire et de sciences. Je pense en particulier au développement d'études islamiques de haut niveau à l'université. Je décide aussi que nous allons créer un institut scientifique d'islamologie. Et au bénéfice de la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche, nous créerons des postes supplémentaires dans l'enseignement supérieur pour, là aussi, continuer le travail, parfois le reprendre, en matière de recherche sur la civilisation musulmane, mais aussi sur le Maghreb, le bassin méditerranéen, l'Afrique. Beaucoup de ces sujets où la France excellait sur le plan académique ont été affaiblis et nous les avons abandonnés. Et ce faisant, nous avons laissé le débat intellectuel à d'autres, à ceux qui sont hors de la République, en l'idéologisant, mais parfois à d'autres traditions universitaires. Je pense à la tradition anglo-saxonne, qui a une autre histoire et qui n'est pas la nôtre. Et quand je vois aujourd'hui certaines théories en sciences sociales totalement importées des États-Unis d'Amérique, avec leurs problèmes, que je respecte et qui existent, mais qui viennent s'ajouter aux nôtres, je dis que nous sommes déraisonnables à ne pas faire ce choix. Et donc, nous devons réinvestir, nous, très clairement, le champ des sciences sociales, de l'histoire, de la connaissance des civilisations, massivement, en créant des postes, en développant le dialogue et la controverse académique et scientifique pour ne pas laisser la connaissance, la compréhension de l'islam comme religion, de la civilisation qu'elle porte, de sa contribution aussi à notre pays et notre continent, à des débats idéologiques et exclusivement politiques. Cette tâche, nous la mènerons, là aussi, avec beaucoup de méthode et de volonté. Je veux que la France devienne ce pays où on puisse enseigner la pensée d'Averroès, d'Ibn Khaldoun, que nous puissions être un pays d'excellence dans l'étude des civilisations musulmanes. Nous nous le devons à nous-mêmes. Et nous le devons pour cette lutte que j'évoquais. Parce qu'il n'y aura pas de réussite du projet que j'évoque depuis tout à l'heure si nous ne nous connaissons pas mieux, si nous ne comprenons pas mieux les civilisations qui, de fait, cohabitent sur notre sol, compte tenu de ce qu'est aujourd'hui le peuple français. Il nous faut aussi, et le ministre de l'Éducation nationale, plusieurs reprises, s'est engagé sur ce point, enseigner davantage la langue arabe à l'école ou dans un périscolaire que nous maîtrisons. Car notre jeunesse est aussi riche de cette culture plurielle.
Et il faut sur ce sujet sortir de l'hypocrisie dans laquelle nous sommes. Quand nous ne l'enseignons pas à l'école ou dans un périscolaire qui est compatible avec les lois de la République, nous acceptons qu'il y ait plus de 60 000 jeunes aujourd'hui qui vont l'apprendre dans des associations qui leur proposent, pour le pire, et qui sont manipulés par ceux que j'évoquais. Et donc l'arabe, mais aussi beaucoup d'autres langues, qui sont la richesse même de nos enfants, de leur famille. Nous devons savoir, dans notre République, à la fois les reconnaître, mais les exalter, les faire vivre dans le cadre républicain, de manière extraordinairement décomplexée. Simplement de manière, encore une fois, conforme à nos principes, mais reconnaissant notre richesse. Sortons de l'hypocrisie donc, ne déléguons pas cet enseignement, et d'ici à 2 ans, notre volonté communiste, c'est d'avoir une vraie politique de connaissance des langues et des civilisations aussi à l'école, avec des enseignants et avec des locuteurs qui sont certifiés au plan linguistique et dont nous savons qu'ils respectent les valeurs de la République. Enfin, et c'est le 5e axe sur lequel je voulais insister, s'il faut faire craindre la République en appliquant ses règles sans faiblesse et redonner force à la loi, s'il faut reconquérir sur des axes essentiels que j'ai évoqués, il faut aussi la faire aimer à nouveau, en démontrant qu'elle peut permettre à chacun de construire sa vie. Nous avons au fond un devoir d'espoir. Et je le dis très simplement dans le débat qui est le nôtre, parce qu'il y a aussi une forme d'insécurité qui s'est installée, que certains ont qualifiée d'insécurité culturelle, je crois, à juste titre, parce que notre société est perclue de fractures, de non-dits que nous avons laissé s'installer. On voudrait croire qu'on peut régler tous les problèmes par des décrets et par des lois. Notre République a réussi quelque chose d'extraordinaire à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Elle a réussi parce qu'elle a conquis, elle a installé un ordre républicain, elle l'a réussi par l'école, elle l'a réussi par ses services publics, par la justice, mais elle l'a réussi parce qu'elle a fait aimer la République, parce que pour des tas d'enfants, la République a donné un avenir. Et partout où la République ne donne plus d'avenir, n'attendez pas que ces enfants l'aiment. Malheureusement. Et ça ne se décrète pas, l'amour. Ça ne se légifère pas, l'espoir. Ça se démontre. Et donc, le travail que nous avons commencé, avec beaucoup de vigueur, je veux ici lui rendre hommage, c'est celui que nous devons intensifier. Ça implique en effet de refaire entrer la République dans le concret des vies. Et là, on a besoin de le faire avec tous les fonctionnaires, avec tous les élus, avec détermination, et je sais que vous êtes ces combattants. Et ce qui est très dur, c'est comme beaucoup parfois de terrain était perdu. Tout ce qui se fait ces dernières années, qu'on fait tous ensemble, ça ne se voit pas forcément assez, c'est un caractère ingrat. Mais je veux ici le redire avec force. Le dédoublement des classes pour 300 000 élèves, c'est de la République au concret pour des enfants qui vont pouvoir apprendre à lire, écrire, compter, être éduqués dans les territoires les plus difficiles. C'est une réalité. Les réformes de l'orientation, de l'accompagnement, tout ce qu'on a fait sur le temps extrascolaire, devoirs faits, etc. Quartier d'été cet été, avec ce qu'on a appelé l'été apprenant et culturel et sportif. C'est une reconquête essentielle, c'est du concret pour ces enfants qu'on n'a pas laissé dans la main d'associations qui veulent la fin de la République. Ce travail est essentiel et nous le poursuivrons. L'ouverture de 80 cités éducatives, la labellisation de 530 maisons France Service. Dans le secteur culturel, l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques pour plus de 600 communes, la création, comme ici au Mureau, de près de 100 microfolies. C'est une série d'initiatives, de batailles de terrain, si je puis dire, qu'on a tous menées ensemble ces dernières années pour aller reconquérir et dire la République doit revenir. Mais c'est vrai dans toutes les composantes. Lorsqu'on a décidé 10 milliards supplémentaires pour l'ANRU, aller reconquérir, réouvrir des quartiers, redonner des financements aux associations de terrain, décider, comme on l'a fait cette année, de redonner des crédits à la justice pour permettre la justice de proximité dans ces maisons France Service, mais aussi en redonnant des moyens très concrets pour que la réponse de notre justice corresponde aussi aux moyens qu'on met du côté de notre sécurité. C'est la République qui revient et qui reprend un sens. Ce qu'on a fait avec les quartiers de reconquête républicaine, avec la police de sécurité du quotidien, ce que le ministre est en train de déployer là aussi pour
redonner des moyens. Ce qu'on fait lorsqu'on se bat contre l'inégalité femmes-hommes sur le terrain, en redonnant des moyens aux associations, mais en permettant là aussi à la République de revenir, avec des moyens, des structures. C'est la politique que nous menons. Et donc tout cela s'est déployé depuis 3 ans avec force, détermination, avec beaucoup de propositions qui ont été portées par les ministres, qui ont été aussi portées par Jean-Louis Borloo, dont je veux saluer le travail, l'implication et les idées. Et quand je regarde le rapport qui nous avait été remis, plus de 3/4 ont été mis en œuvre. On peut s'en féliciter. Et je pense que toutes ces énergies, nous en avons besoin. Et donc ce qu'il nous faut faire aujourd'hui, c'est d'aller plus loin. Nous le ferons avec le dédoublement des classes actuellement étendues aux élèves de grande section, 40 cités éducatives supplémentaires qui seront créées, 300 maisons France Service supplémentaires qui ouvriront dans les prochaines semaines, un investissement supplémentaire dans la rue, sur la sécurité et sur la justice, des investissements supplémentaires de concret avec, sur le terrain, des magistrats, des greffiers, des juges, parfois aussi des volontaires qui viendront aider dans des tâches de proximité, comme vous l'avez développé, monsieur le maire, avec aussi des policiers, des gendarmes sur le terrain et des moyens supplémentaires. Notre horizon est simple, c'est assurer une présence républicaine au bas de chaque tour, au bas de chaque immeuble. Là où nous avions reculé, il faut revenir. Là où la réponse de la République n'était plus intelligible parce qu'on mettait des mois et des mois à répondre aux délits, on doit redonner du sens collectivement en permettant à notre justice de retrouver les moyens de répondre vite, de manière adaptée, comme elle le fait, pour que tout retrouve un sens. Pour la victime, comme pour le fauteur de troubles, comme pour nos forces de sécurité. Nous aimons la République, au fond tous, quand elle tient ses promesses d'émancipation. Tout ce que je viens d'évoquer, c'est ce qui garantit cette promesse d'émancipation. La République, c'est à la fois un ordre et une promesse. Et donc, ce qu'il nous faut faire avec beaucoup de force, c'est aller plus loin sur cette voie. J'ai commencé à égrener des pistes pour l'égalité des chances. Nous les poursuivrons. En cette matière, dans la lutte contre les discriminations, en matière d'emploi et de logement, avec de nouveaux testings qui ont été décidés, dans la systématisation des quartiers d'été que j'évoquais, que nous allons pérenniser, et pour faire en sorte que chacun, quelle que soit sa couleur de peau, son origine, sa religion, puisse trouver sa place. Ni le racisme, ni l'antisémitisme ne sont compatibles avec la République. C'est pourquoi il nous faut aussi, dans le cadre même de cette stratégie, avoir l'ambition d'aller beaucoup plus loin que ce que nous avons commencé à faire. Je présenterai au cours de l'automne de nouvelles décisions en la matière, et elles seront déclinées, là aussi, dans chaque département, par les préfets, en associant tous les élus, mais avec des choses profondes et simples. En matière de logement, nous devons changer enfin radicalement nos textes. Nous ne pouvons pas continuer d'ajouter la pauvreté à la pauvreté. Tant que nous n'arrêterons pas cela, nous continuerons les difficultés éducatives, de formation et les problèmes que j'évoquais. Ce texte doit porter une réforme profonde de notre organisation en matière de logement, en particulier de logement social. De la même manière, nous devons porter, assumer la part de la relance qui ira à ces quartiers de la République. Il doit y avoir une part de ce plan de relance qui permet l'émancipation culturelle, économique, écologique de nos quartiers. Arrêtons de traiter une partie de notre jeunesse ou de nos citoyens comme des consommables ou, au fond, des simples récipiendaires de politique publique. Ils veulent faire. Ils veulent l'excellence. Ils veulent qu'on leur laisse la chance de réussir. Et donc, dans ce plan France Relance, il doit y avoir, et il y aura, j'aurai l'occasion de les présenter dans les prochaines semaines, là aussi des changements profonds pour permettre à nos quartiers les plus en difficulté, de mener les projets éducatifs, culturels, entrepreneuriaux qui sont souhaités, et de réussir la transition à la fois numérique et environnementale. Là aussi, ces transitions doivent être conduites. Là aussi, nous devons aider à réussir. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, à travers ces 5 grands axes que j'ai voulu évoquer ce matin, c'est toute une stratégie de mobilisation de la nation pour un réveil républicain.
Alors j'ai conscience que j'ai peut-être déçu ceux qui attendaient des caricatures, dans un sens ou dans l'autre. Je l'assume et je continuerai de l'assumer. Ce réveil républicain, il ne peut pas être le fait de quelques-uns. On n'administre pas des consciences. On gouverne un pays, on engage des citoyens. Et donc ce réveil, c'est celui des responsables politiques que nous sommes, des préfets, des policiers, des gendarmes, des professeurs, des fonctionnaires, des élus, des associations, des magistrats, de toutes celles et ceux qui au quotidien ont à faire vivre cette promesse. Ils ne m'ont pas attendu pour faire les constats que j'évoquais, mais nous voulons aujourd'hui leur donner les moyens de faire et un cadre clarifié et aussi des moyens en conséquence pour pouvoir agir. Ce réveil, c'est celui de tous les citoyens. C'est celui d'une France unie autour de ses valeurs. Plus nos ennemis chercheront à nous opposer, plus nous serons rassemblés. Plus ils chercheront à nous détruire, plus nous ferons bloc. Plus ils chercheront à faire vaciller nos valeurs, plus nous serons intransigeants. Intransigeants parce que c'est notre histoire dont il s'agit, mais intransigeants parce que à cette intransigeance correspond la bienveillance républicaine que j'évoquais. Et je vous le dis avec beaucoup de conviction, il y a au fond, derrière cette question existentielle pour notre nation, à réapprendre les raisons que nous avons de vivre ensemble. Chaque jour, les uns et les autres veulent mettre en avant les bonnes raisons de nous diviser. Nous ne sommes pas une société d'individus. Nous sommes une nation de citoyens. Cela change tout. On apprend à être citoyen, on le devient. Ce sont des droits et des devoirs. Mais je ne céderai rien à ceux qui veulent nous diviser, dans un sens ou dans l'autre. Parce que je crois que notre plus beau trésor, c'est ce bloc que nous formons. Il est un et pluriel, ne l'oublions jamais. C'est ça la force de notre République. Pluriel, ça ne veut pas dire que nous serions un agglomérat de communautés. C'est que nous sommes une communauté nationale. Mais cette communauté nationale a 66 millions d'histoires. Et quelque chose qui est à chaque fois plus grand que chaque individu. Ce qui fait qu'un individu devient citoyen. Son adhésion à l'universel républicain. C'est cela qu'il nous faut défendre. Le gouvernement prendra ses responsabilités en finissant le travail sur ce texte de loi. Je sais que l'ensemble de celles et ceux qui servent l'État le feront. Je sais que nos élus seront au rendez-vous. Et je sais que tous nos citoyens prendront cette part. Vive la République et vive la France. Je vais maintenant répondre à vos questions. Bonjour Monsieur le Président, Loïc Signor, CNews. On avait cru comprendre que le texte porterait sur les séparatismes au pluriel. À l'aune de ce que vous venez de dire, on voit bien que c'est le séparatisme islamiste, vous l'avez dit, qui est au cœur du sujet. Doit-on conclure que le projet de loi contre les séparatismes est finalement un projet de loi contre l'islamisme radical? Et pourquoi alors ne pas plus clairement nommer les choses? Je ne sais pas depuis combien de temps je m'exprime, mais je n'ai pas le sentiment d'être ambigu. Là, très sincèrement, vous seriez malhonnête à dire que je n'ai pas nommé les choses très clairement. Après, on peut décider de se faire collectivement des nœuds au cerveau et d'avoir de longs débats sur des choses inutiles, mais je crois que j'ai dit le problème. Après, il y a d'autres formes de séparatisme au nom de religion ou de dérives sectaires, mais soyons clairs, ce sont des formes qui sont plus minoritaires, mais on les abordera avec ce texte. Parce qu'au nom d'autres religions, certains ont des pratiques qui ne sont pas conformes, par exemple, à l'égalité femmes-hommes. On le sait bien. Il y a des pratiques aujourd'hui sectaires qui ne sont pas conformes à nos principes et à la dignité humaine. Donc ils seront abordés dans le texte, tout à fait, donc ça n'est pas exclusif, mais ils sont plus marginaux. Et le cœur du sujet, je n'ai pas le loisir de vous regarder toute la journée, mais généralement quand je croise ou vos chaînes de télévision ou vos journaux, vous êtes assez concentrés quand même sur un sujet, j'ai eu ce sentiment. Donc il faut plutôt l'aborder de manière directe, sans faux semblant, mais sans simplification. Et donc je vous remercie d'avoir dit le terme auquel je suis attaché, en effet, d'islamisme radical, qui est celui-là. Je l'ai suffisamment longuement défini. Le texte, ce sera un texte pour les valeurs de la République et la République en acte. On a plutôt tendance à faire les choses pour. Et c'est difficile de réengager toute une nation si on a un projet contre. Donc on est parti d'une situation il y a quelques mois
on disait qu'il faut lutter contre les communautarismes. J'ai essayé, en expliquant les choses, par un glissement sémantique, de passer du communautarisme au séparatisme. Et là, j'espère avoir réussi la fin du parcours, qui est de nommer vraiment le problème, la bataille, d'éviter les amalgames et de dire notre projet, c'est un projet pour. On défend nos libertés et on défend ce projet positif, si évidemment on est intraitable sur ceux qui ont plutôt le projet de l'éradiquer et qui sont contre. Mais nous, on veut emmener nos citoyens vers ce qu'est la vivre ensemble dans la République et pour construire les 30 prochaines années. Donc je n'ai pas de projet contre. Oui, bonjour, Jean Morivet de l'AFP. Vous avez dit que beaucoup a été fait lors des 3 dernières années. Alors, est-ce que vous estimez que globalement, la menace de l'islam radical a plutôt régressé, est stable ou continue à s'aggraver? Et quand vous dénoncez les influences étrangères, quels sont, selon vous, les pays et les organisations qui sont les plus actifs en France? Écoutez, sur l'islam radical, je ne veux pas ici essayer de dire un bilan, parce que ce serait à la fois manquer d'humilité et franchement prendre des risques inconsidérés. Je pense que notre pays a été frappé depuis 2012 par le terrorisme islamiste. Nous le savons. Nous l'avons vécu dans notre chair et nous nous sommes progressivement réarmés, si je puis dire, pour affronter ce risque qui nous avait quittés. Et on l'a fait sur le plan de la sécurité, avec des lois successives, avec une transformation en termes justement de renseignement, de forces de sécurité, de justice. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons quand même collectivement parachevé une organisation qui est, je crois pouvoir le dire, efficace pour lutter contre le terrorisme islamiste et conforme aux lois de la République et à nos valeurs. Parce que c'est ça le défi. Je rappelle que nous avons quand même vécu, après les attentats de 2015, pendant plusieurs années en état d'urgence. Et ce que nous avons eu à faire aussi depuis 3 ans, c'est parachever une organisation, mais sortir de l'état d'urgence, qui n'est pas une mince affaire. Et donc c'était accepter de dire on va vivre durablement avec ce risque, mais on doit pouvoir le traiter sans contrevenir à nos principes républicains. C'est exactement ce qu'on vient de faire, au-delà des organisations. Donc là, je peux dire qu'on a beaucoup avancé, et beaucoup avait été fait avant que nous arrivions. Et je salue le président Sarkozy et le président Hollande, qui ont eu les premiers à affronter ce risque, premier en fin de mandat, le président Hollande tout au long de son mandat, et qui ont passé énormément de transformations, de réformes et beaucoup mobilisé. Est-ce que nous sommes aujourd'hui dans une situation où il y a un risque zéro? Non, ça n'est jamais possible. Parce que le terrorisme islamiste s'est transformé. Là où il était essentiellement exogène, c'est-à-dire organisé depuis l'extérieur, les attentats de 2015 sont organisés depuis Raqqa, il est aujourd'hui, se développe sous une forme qu'on appelle endogène, c'est-à-dire il est développé par des gens qui sont sur notre territoire. Et avec parfois des organisations qui sont liées à un islam radical, parfois des individus, les enquêtes le montrent à chaque fois, qui sont très isolés, qui peuvent s'être convertis, plus ou moins récemment, et qui aussi ont des phénomènes, je le dis, qui à certains moments relèvent de la psychiatrie, qui sont des phénomènes de décompensation. La question, c'est maintenant comment réussir à mieux prévenir cela. Et ça, c'est un travail extrêmement minutieux qu'il faut continuer à conduire, à la fois pour mieux suivre les individus qu'on voit isolés, par ce devoir de vigilance que j'évoquais il y a 1 an. Et j'ai une pensée, évidemment, pour les victimes de l'attentat de la préfecture de police, en vous parlant, parce qu'il y a quelques jours, on était au 1 an de cet attentat, mais j'avais parlé justement de ce devoir de vigilance et d'une société de vigilance. Et donc là aussi, chacun a un rôle, et il y avait eu un relâchement collectif, parce qu'on pensait que ce risque n'appartenait pas à notre quotidien. Et il va y avoir un travail très fin pour faire un meilleur suivi aussi psychiatrique de certains individus. Sur ensuite l'islam radical, je pense que nous avons beaucoup progressé. Nous identifions beaucoup mieux le sujet, ses réalités, parce qu'il y a un travail énorme qui a été fait par nos services de renseignement, parce qu'on a réinvesti massivement dans le renseignement territorial durant ces 3 dernières années, et on a marié les techniques de renseignement territorial avec les autres services de renseignement, parce qu'on a mis en place tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, de lutte contre la radicalisation, et parce que nos élus ont fait aussi un travail énorme, et qu'il y a un partenariat qui s'est noué, et un dialogue que les préfets mènent avec leurs élus pour identifier, et là aussi réengager tout le monde. Donc on a beaucoup progressé. Est-ce que la situation est satisfaisante? Pas du tout. On doit renforcer notre dispositif, et on doit aller beaucoup plus loin. C'est tout ce que je viens de dire aujourd'hui. Sur les financements et les influences étrangères,
Nous savons d'où viennent les financements. Ils sont venus très régulièrement d'Arabie Saoudite, ils sont venus du Qatar, ils sont venus de Turquie, et ils sont venus plus marginalement du Maroc et de l'Algérie. Mais quand je dis ça, je ne stigmatise aucun État. Certains États, à des moments, ont eu des politiques de prosélytisme. J'ai eu un dialogue depuis le premier jour avec mes homologues de ces pays pour leur demander de le cesser. Après, la difficulté, c'est beaucoup de financements venant de ces pays viennent par des structures privées, qui ne sont pas directement étatiques. C'est pour ça qu'on doit prendre ce texte qui va nous permettre de voir quelles sont ces structures, quels sont leurs liens et pour quels projets. Parce que quand vous avez une fondation privée qui fait un financement pour telle ou telle mosquée ou tel projet, vous ne savez pas forcément qui c'est derrière. Et quelle est la finalité du projet. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu une géopolitique de l'islam. Et on la voit partout dans le monde. Et que cette géopolitique, elle ne correspond pas aux valeurs qui sont les nôtres et qui sont celles de notre diplomatie, parce que nous ne croyons pas à l'islam politique, et ça n'est, à notre avis, pas compatible avec une stabilité et une paix dans le monde. Mais il y a eu, ces dernières années, une forme d'emballement, de perte de contrôle, et certains de ces financements sont allés vers le terrorisme islamiste, et sont allés, on l'a vu en Syrie, vers les projets terroristes. Donc oui, il y a eu tous ces financements. Nous sommes aujourd'hui, nous les avons, je crois pouvoir le dire, beaucoup réduits. Nous n'avons fait preuve d'aucune complaisance, mais il nous faut maintenant pouvoir mieux les contrôler. Bonjour Monsieur le Président, Vincent de Rosier de la radio RTL. Vous avez parlé dans votre discours d'un laisser-faire. Nous avons construit notre propre séparatisme. Est-ce que les maires de France sont visés par ce « nous » ? Est-ce que vous avez prévu de les aider localement, eux qui sont en première ligne à lutter contre les dérives religieuses ? Et à l'inverse, est-ce que vous envisagez des sanctions pour les élus qui, par action ou inaction, ne lutteraient pas efficacement contre les dérives ? Si on veut réussir ce projet, tout le monde doit être engagé. Donc, je ne vais pas commencer à pointer du doigt et à dire il y a ici ou là, ça ne marche pas. Tout le monde doit être engagé. Et moi, je veux engager tout le monde. Dans une quasi-totalité, nos élus, ils aiment la République. Parce que je rappelle quand même toujours que nous sommes un pays qui a 500 000 élus, dont une écrasante majorité le fait à titre bénévole, et où la réalité du quotidien, c'est quand même qu'ils sont confrontés, qui aux pressions, mais au concret de tous ces problèmes. Donc, très sincèrement, nos élus sont engagés et sont là. Est-ce qu'il y a parfois des choses qui ne vont pas ? Oui, partout, du côté de l'État, des élus, parce que la situation est difficile, parce qu'elle n'est plus sous contrôle. Donc, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est donner les moyens aux élus de se protéger des pressions lorsqu'elles sont insoutenables, ou aux préfets de se substituer aux quelques élus qui ont des pratiques qui sont incompatibles avec les lois de la République. C'est les réponses très claires. C'est-à-dire, possibilité d'avoir un contrôle de légalité renforcé, de demander de corriger ce qui n'est pas conforme à nos textes, séparation dans les piscines, des menus à la cantine si on prend une délibération en conseil municipal, etc., etc., et de se substituer à eux, comme on le fait d'ailleurs en logement social. Après, je pense que ce qu'il faut plutôt faire, c'est aider nos élus à résoudre le problème, parce que nos maires, nos élus, ce sont les premiers à subir une organisation collective. On a mis en place collectivement un système. Ce serait trop facile de pointer les responsabilités. Nous avons mis en place un système parce que nous avons créé progressivement ce droit au logement, une politique qu'on a appelée de peuplement. Je ne suis pas sûr de me retrouver totalement dans ce terme qui a des consonances un peu étranges, mais on le sait très bien. Quand on a de l'hébergement d'urgence qui arrive, dès la procédure administrative, ce sont toujours aux mêmes endroits qu'on met celles et ceux qui arrivent sur notre sol et qui demandent l'asile. D'ailleurs, vous noterez, ce sont rarement pour le coup les élus qui ont à accueillir durablement ces personnes en instruction qui sont les plus vocaux sur le dit droit d'asile. Je le dis par parenthèse, mais on entend souvent des gens qui sont très incantatoires sur la défense du droit d'asile, des valeurs de la République. Généralement, ils n'accueillent pas sur leur propre commune, dans certaines grandes métropoles, ils n'accueillent pas sur leur commune ces hébergements d'urgence. Ce sont les communes périphériques, déjà en difficulté, qui les accueillent. Demandez ici les communes en difficulté, allez demander à Sarcelles, etc. C'est ça la réalité. Et donc, ce sont les communes les plus pauvres qui prennent l'hébergement d'urgence. Et après, quand on place dans le logement social, on a les contraintes de l'existant, avec des vrais déséquilibres, et on a aujourd'hui une politique qui amène à continuer à concentrer les choses. Bilan des courses. Quand vous avez des élus
aidés par les services de l'État, qui réussissent une politique de mobilité, qui arrivent à sortir des jeunes, puis à faire de la promotion sociale de la mobilité, à faire réussir des gens dans leur quartier. Quand ils ont réussi à faire sortir une famille, à la faire monter, ils voient 2 familles encore plus en difficulté qui arrivent. C'est ça la réalité. C'est ça. Et donc nous avons, parce qu'il y a plus de pression migratoire ces dernières années, et parce qu'on a gardé des structures qui ne sont plus adaptées, et une politique d'organisation de notre logement dans le pays qui n'est plus adaptée à cette réalité, nous sommes en train de construire l'impossibilité de réussir cette intégration. Et donc ce que je veux, c'est qu'on change ces règles et qu'on ait une politique beaucoup plus juste et répartie sur le territoire dès l'hébergement d'urgence. Et qu'on ait des seuils d'alerte qui fait qu'on laisse d'abord un territoire s'en sortir, une commune s'en sortir et régler ses problèmes, avant de lui en rajouter d'autres. Et on demande à d'autres de contribuer. Monsieur le Président, bonjour, Marie Chantré pour TF1 LCI. Vous l'avez dit, vous avez beaucoup consulté des élus, aux représentants des cultes, aux associations. On sait aussi que ce texte, ce projet de loi, a besoin d'une expertise juridique renforcée, car cela touche aux libertés. Est-ce que vous craignez qu'il soit retoqué par le Conseil constitutionnel? Vous savez, de là où je vous parle, je suis le garant de nos institutions et je suis très attaché à cela. Et donc, j'ai veillé à ce que le gouvernement travaille, et vraiment, le gouvernement a travaillé d'arrache-pied toutes ces dernières semaines et depuis plusieurs mois, et j'ai salué le travail aussi des dernières années, car c'est une continuité. Nous avons pris des décisions, j'ai eu à conduire des arbitrages. Il y aura ensuite la finalisation de ce texte. Il passera d'abord par le truchement du Conseil d'État, qui donnera un avis dont je vous rappelle qu'il est maintenant public. Donc vous verrez déjà la robustesse de ce texte, tel qu'est éclairé par le Conseil d'État. Et ensuite, il arrivera au Parlement. Et nos parlementaires auront un travail à faire. Et eux-mêmes en changeront peut-être les équilibres, le nourriront, rajouteront des choses, peut-être décideront aussi d'amodier d'autres éléments, de les amender. Et il en sortira avec un texte parachevé. Il sera d'évidence soumis au Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel fera son travail. Je n'ai pas d'autre chose à dire que de protéger ce bon fonctionnement de nos institutions. Et nous avons tous à cœur, et nos juges constitutionnels aussi, de donner toutes les chances à notre République de réussir dans une société que nous partageons tous. Nos juges constitutionnels sont les meilleurs experts de notre droit, mais ils vivent dans la même société que nous. Bonjour Monsieur le Président, Jean-Rémy Baudot pour Europe 1. Vous avez dit qu'il y avait 50 000 enfants scolarisés officiellement à domicile. Combien d'enfants sont considérés comme en danger dans des écoles de fait communautaristes? Pourquoi interdire l'école à tous les enfants, sauf ceux pour des raisons de santé? Est-ce que vous n'avez pas peur tout simplement de vous mettre à dos toutes les associations de parents d'élèves? Alors, non, d'abord, pour être très clair, on aura des sujets individuels, je vais y revenir, mais je pense que les associations de parents d'élèves, elles sont très attachées à l'école, au contraire. Et généralement, les gens qui décident de scolariser leurs enfants à domicile, ils ne sont pas dans beaucoup d'associations, sauf d'autres qui sont plutôt celles que j'évoquais. Non, pour être très clair, j'ai évoqué le chiffre que nous suivons et qui monte de manière inquiétante dans certains quartiers de déscolarisation. La déscolarisation, la réponse qui est faite, c'est à chaque fois, on met notre enfant à la maison et on l'inscrit au CNED. La grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, l'éducation nationale n'a pas vraiment de moyen d'aller contrôler l'évolution de cet enfant. Sur le plan des résultats scolaires, par le truchement de ce qui est envoyé au CNED, des examens réguliers, mais sur le plan de son quotidien, de tout ce qu'on apprend à l'école, ce que le ministre a plusieurs fois rappelé, ce que nous voulons faire avec cette école de la confiance, sur le plan évidemment de l'ouverture à l'autre, des valeurs de la République, du comportement, etc., et pas simplement des connaissances cognitives, là, vous perdez tout. Vous n'avez plus de levier. Aujourd'hui, il y a des gens qui le font par pratique, par habitude. Quelques cas particuliers, il y a des gens qui décident de faire ce choix par conviction personnelle, ça existe. Il y a des gens qui le font parce que leurs enfants ont des contraintes médicales. Il faut absolument le maintenir. Et donc nous aurons à aménager les régimes d'exception tels que spécifiques et justifiés. Mais comme je vous le décrivais tout à l'heure de manière très précise, vous avez aujourd'hui des centaines, des milliers d'enfants partout sur notre territoire qui sont déscolarisés parce que les parents ne veulent plus qu'ils aillent dans l'école de la République. Et ils veulent qu'ils aillent suivre un enseignement qui n'est même pas l'enseignement de l'école hors contrat, quelle que soit sa confession, qui est un enseignement radical
non républicain. Et ça, c'est contraire à nos principes. Et donc, ils se sont engouffrés dans cet angle mort, si je puis dire, que nous avons, qui est celui de la présence à l'école, qui n'était pas clair dans nos textes. Vous aviez l'obligation d'être instruit. Nous avons fait une grande réforme, il y a maintenant 18 mois, qui est de passer, c'est le cas depuis la rentrée, à une obligation scolaire dès 3 ans, mais on n'était pas allé jusqu'à rendre obligatoire l'instruction à l'école. C'est pour répondre à ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est très difficile de vous répondre de manière numérique sur combien d'enfants sont dans cette situation, mais je peux vous dire qu'aller à Maubeuge, j'étais il y a quelques mois dans une école, je parlais à la directrice, je peux vous dire qu'elle vous donne très précisément le nombre d'enfants. Et les cas que j'évoquais, c'est elle qui nous a raconté. C'est-à-dire le père qui arrive et qui dit « c'est fini les cours de chant, plus de cours de chant à l'école ». Puis la semaine d'après, il vient de dire « plus de piscine ». Et puis la semaine d'après, il y a les premiers certificats médicaux, et puis un mois après, il y a une déscolarisation. Ça, c'est un procédé. Vous voyez bien que c'est une sortie de la République. Je pense que c'est nécessaire, et je sais que toutes nos associations de parents d'élèves sont attachées, elles sont attachées au respect des valeurs de la République. Et c'est pour ça que j'ai pris soin de vraiment distinguer ce que sont les écoles. Vous avez l'école de la République, vous avez les écoles sous contrat, les écoles hors contrat. Donc la liberté d'enseignement est maintenue, et plusieurs associations de parents d'élèves sont attachées à cela. Nous renforçons les éléments de contrôle légitimes, comme nous avons commencé à le faire sur les écoles, en particulier hors contrat, parce qu'il y a des choses qui nous échappaient en termes de financement et de parcours des enseignants. Mais je crois que nous sommes tous, et les associations de parents d'élèves sont toutes attachées à l'école. Et donc, elles seront avec nous pour lutter contre le phénomène de la déscolarisation, je le sais. Bonjour Monsieur le Président, Julie-Marie Lecomte, France Info. Vous nous annoncez que vous allez vous donner les moyens de mieux contrôler et identifier les financements et des mosquées et des associations. Une fois que ce sera fait, que se passera-t-il? J'ai une question subsidiaire. Vous nous avez dit vous avez évoqué les plaies de la guerre d'Algérie. Vous aviez évoqué de retour d'un déplacement, vous aviez confié chercher un geste historique justement pour penser ces plaies. Avez-vous aujourd'hui trouvé quel sera ce geste? Sur le premier sujet, d'abord, ce qu'on va faire sur les financements, on va se donner les moyens de les tracer et de les rendre transparents. Ce sont les contraintes qu'on va mettre sur les associations cultuelles, loi 1901. Ensuite, on va justement conduire, pour toutes celles et ceux qui choisissent d'aller vers une structure, à mon avis, beaucoup le feront, 1905, où vous avez des avantages fiscaux, d'aller vers une certification des comptes. Ce qui veut dire que nous nous mettons en situation de contrôler ces financements, de voir leur régularité. Et donc, parce que les services de l'État travaillent ensemble, nous avons des services de l'État, Tracfin et quelques autres, qui, quand de tels financements sont faits, permettent de remonter à la source et donc d'identifier quels sont les financeurs. C'est tout simple. Et donc, quand nous aurons des financeurs dont les projets ne sont pas compatibles avec les lois de la République, nous ne les certifierons pas et nous créerons dans la loi, justement, des procédures qui permettent de les bloquer. Et ça nous permettra aussi de compléter le travail lorsqu'il faudra ou interdire ou dissoudre des associations qui auraient recours à ces financements, parce que bien souvent, ça vient compléter d'autres pratiques. Donc voilà, c'est 1, transparence. 2, ça nous permettra de démanteler des réseaux de financement occultes. 3, ça nous permettra de nous assurer que les financeurs partagent bien nos finalités. Ça nous permettra ensuite d'avoir une première contrainte financière en n'acceptant pas les réductions fiscales pour de telles structures. Ensuite, en les contraignant et en les enjoignant de changer ou de renoncer à ce financement. Et peut-être, dans certains cas, conformément à la loi dont j'ai exposé les principes, aller jusqu'à la dissolution. Pardon, la guerre d'Algérie. Excusez-moi. Non, vous avez évoqué le sujet de la guerre d'Algérie, qui est un sujet extrêmement important. Vous avez compris, moi, je suis intimement convaincu que pour notre société, c'est un nœud. C'est un nœud parce qu'il nourrit des ressentiments, des non-dits. Et notre pays, d'ailleurs, a toujours vécu les après-guerres de cette manière. Nous avons mis des décennies à revenir sur la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale et à l'apaiser. Et je crois que le temps est venu d'essayer d'apaiser ces mémoires de la guerre d'Algérie. Et je le dis parce que nous sommes dans un pays, notre nation a vécu plusieurs histoires de cette guerre d'Algérie.
Nous avons des pieds noirs, des enfants de pieds noirs, des harkis, des enfants de harkis. Nous avons des enfants issus de l'immigration algérienne d'avant et d'après cette période. Ces histoires sont conflictuelles, elles peuvent être incompatibles. Et en plus, vous avez les tensions qui ont pu exister, que nous sommes en train d'essayer d'aplanir avec le président Tebboune, avec l'Algérie. Et donc, si on les laisse faire, vous avez en quelque sorte des histoires qui ne veulent pas cohabiter. Et donc, qu'est-ce qu'il faut, à mes yeux, essayer de faire face à ça? Des gestes symboliques, j'en ai fait. Je ne pense pas qu'il y ait de gestes symboliques miracles. J'en ai fait dans la relation avec l'Algérie, la restitution des crânes, qui était très attendue, qui a été saluée par le président algérien, qui est une manière aussi de reconnaître ces périodes et de faire mémoire pour l'Algérie. Le travail sur Maurice Audin et la reconnaissance que j'ai apportée, l'ouverture des archives. Et sur ce point, d'ailleurs, je suis très vigilant parce que j'ai été saisi par plusieurs historiens des difficultés qu'ils rencontraient pour les accès aux archives. Et donc, j'ai demandé que des clarifications me soient apportées. Donc, dans les prochaines semaines, je répondrai à ces points soulevés par plusieurs historiens. Mais je ne crois pas que ce sera tel ou tel geste symbolique. Ce qu'il nous faut faire, c'est un travail d'historiographie et de mise à plat de notre mémoire. Et aussi vrai que les historiens, du temps présent, ont eu un rôle essentiel sur la capacité à déplier toutes nos parts d'histoire sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est un travail d'historien. J'ai confié le début de cette mission, si je puis dire, à Benjamin Stora. Il aura dans les prochaines semaines à me rendre ce travail. Je dis que c'est un début, parce que mon souhait, c'est ensuite qu'on puisse faire travailler une série d'historiens et progressivement déplier les choses. Il n'y a pas de remède miracle. Et d'ailleurs, il n'y en a pas. Regardez, pour la Deuxième Guerre mondiale, nous avons encore des conflits historiographiques et parfois politiques. Il y a toujours des voix qui s'élèvent. Et donc, c'est un processus mémoriel, historiographique et profondément politique. Nous devons savoir sortir de cette guerre. Et nous devons savoir réconcilier nos histoires, pour le meilleur et pour le pire. Et c'est ça, vivre en République. Ça veut dire qu'on va devoir reconnaître des choses, d'ailleurs bonnes ou mauvaises, et chacun devra sans doute faire des gestes, mais on doit le faire sur la base d'une historiographie partagée. Et ça, je pense que c'est très important. D'abord pour nous en France, et de l'assumer, et ensuite, je l'espère, en engageant nos partenaires algériens. Mais on doit dépolitiser ces sujets, les défamilialiser, si je puis dire, pour d'abord que les historiens reprennent leurs traces. Et au fond, c'est une forme de travail de vérité et de réconciliation qu'il nous faut mener. C'est exactement cela. Et c'est parce qu'il y a ce travail de vérité et de réconciliation qu'on peut progressivement dépassionner les choses, qu'on peut déconstruire des représentations qui étaient indues, qu'on peut éradiquer le ressentiment et retrouver les pleines raisons de vivre ensemble. C'est un travail de longue haleine, mais je ne le lâcherai pas. Oui, bonjour Monsieur le Président, Grégoire Poussialgue des Échos. Monsieur Mélenchon vous accuse d'avoir quitté prématurément le Conseil européen parce que, je cite, vous êtes trop occupé par votre discours contre les musulmans. J'aimerais savoir ce que vous lui répondez. Et par ailleurs, plus généralement, est-ce que vous ne craignez pas un climat délétère quand le projet de loi arrivera en Conseil des ministres et au Parlement en début d'année prochaine, compte tenu de la sensibilité du sujet et de la proximité de 2022 ? Merci. Alors, d'abord, je tiens à saluer de manière républicaine ce que Pascal appelait l'esprit de finesse chez M. Mélenchon. Je n'ai pas le sentiment d'avoir tenu un discours contre les musulmans, mais tout le contraire. Mais vous voyez que son projet politique est la caricature pour impuissanter la République. Et c'est là où nous ne nous retrouvons pas, même si j'ai estime et respect pour l'élu de la République qu'il est. Je pense que M. Mélenchon, s'il avait à cœur de défendre l'image de la France, sa place dans le concert européen, nous l'aurions vu depuis longtemps. Un Conseil européen a été prévu la semaine dernière, qui a été repoussé d'une semaine en raison du Covid et du fait que le président du Conseil était cas contact, et donc à ce jeudi et ce vendredi. Que n'auriez-vous dit si je vous avais dit « je ne peux pas être là ce matin, on va repousser de 8 jours » J'aurais eu 8 jours d'articles disant « décidément, il est très gêné, il ne veut pas nommer le problème, on sent bien, il tortille, il esquive, etc. » J'ai préféré nous passer collectivement de cette semaine de débat inutile quand j'ai vu ce que le report, à mon avis raisonnable, d'une semaine de plan de relance avait suscité en début de rentrée. Qui plus est, ce Conseil européen avait pour vocation de discuter d'une question très sensible qui était nos relations extérieures, Biélorussie, Nagorno-Karabakh
et Turquie. Le débat s'est tenu cette nuit. Donc je veux vous rassurer, je suis là parce que je suis rentré à 4 heures du matin de Bruxelles. Voilà, c'est ça la réalité. Donc je remercie M. Mélenchon de se soucier de mon engagement européen. Il est plein et entier. Je n'ai pas quitté la table de négociation et je ne suis pas parti avant que le texte soit finalisé. Simplement, le texte n'aura plus d'amendements. J'ai laissé Madame la chancelière Merkel me représenter, ce qui est à mes yeux un geste fort, car ce matin seront simplement discutées des conclusions qui font consensus sur l'autonomie stratégique de l'Europe, concept dont vous aurez noté qu'il est celui que la France a introduit dans le discours de la Sorbonne, qui a progressé, qui est devenu maintenant un consensus, et nous avons d'abord rallié les Allemands à ce concept qui était un tabou il y a 3 ans, rallié la Commission européenne, et nous y avançons. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'élégant à ce que ce soit Madame la chancelière Merkel qui porte la voix française sur le concept d'autonomie stratégique. Il n'y aura pas d'amendement au texte, la France sera dûment représentée, et je n'ai délégué aucun aspect structurant de notre politique nationale. Faux débat, fausse polémique. Sur le climat, j'ai envie de vous dire, ça dépend beaucoup de nous, collectivement dans cette salle. Si vous décidez, parce que vous avez des choix éditoriaux à faire, moi je respecte éminemment les journalistes dans notre pays, ils disent les faits mais choisissent une ligne. Si vous décidez, si les forces politiques de notre pays décident de créer un climat délétère, je crois pouvoir dire d'expérience qu'elles le peuvent. Donc c'est tout à fait possible ce que vous dites. Est-ce que pour autant c'est quelque chose qui justifierait que je puisse décider aujourd'hui de ne rien faire? Non, ce serait irresponsable. Le sujet est trop grave, la question trop existentielle pour renoncer ou reculer. Mais nous avons tous une responsabilité. Ceux qui gouvernent, ceux qui légifèrent, ceux qui s'opposent, ceux qui représentent, et celles et ceux qui informent. C'est d'essayer de faire avancer les débats de manière, là aussi, républicaine, sans créer des climats délétères. Et donc j'ai confiance en nous collectivement. J'ai confiance en nous collectivement. Je pense qu'on peut le faire. Mais ce ne serait pas, en tout cas, une excuse raisonnable, parce que ça dépend de nous. Je suis assez stoïcien en la matière. Je m'arrête devant les obstacles qui ne dépendent pas du tout de moi, mais quand les choses, quand même, dépendent un peu de notre volonté collective, je me dis qu'on a le droit d'avoir de la détermination. Bonjour Monsieur le Président, Arthur Berda du Figaro. Vous avez évoqué encore au sujet à la question du voile. Il n'empêche, ces derniers mois, le débat sur l'islam s'est cristallisé à tort ou à raison autour de cette question du voile par la voix de votre ministre de l'Éducation, plus récemment par la voix d'une députée de votre majorité. Alors la question est simple, est-ce que vous considérez que le voile est un outil de prosélytisme au service d'un islam qui serait politique? Est-ce que vous considérez que le voile est la manifestation d'une forme de communautarisme ou de séparatisme? Ou bien est-ce que vous considérez que le voile n'est pas votre affaire, vous l'avez dit il y a un an, et que ça n'est d'ailleurs pas un sujet? Merci. Alors, sans aucune facilité, je vais vous dire les trois à la fois. Mais ça dépend d'où vous parlez. Et c'est tout le problème. Si je m'en réfère à nos textes, nos principes, c'est la laïcité. La laïcité, la neutralité des services publics. Et donc, je l'ai dit, nos enfants et nos élèves, pas de voile. Et c'est extrêmement important parce que le principe de l'école, c'est de forger des consciences libres, rationnelles. Et donc, ni les enseignants, ni les enfants. Pas de voile, mais ça veut dire aucun signe ostentatoire qui renvoie aux religieux. Et c'est extrêmement important, et ça, nous devons le garder, le chérir. Quand on quitte l'école de la République, dans la vie, on peut porter des signes religieux, quels qu'ils soient, quelle que soit d'ailleurs la religion, parce que la laïcité, ça ne veut pas dire que la société doit effacer toute trace de religion. Ça n'est pas ça, la laïcité. Je rappelle qu'au temps de la laïcité, vous aviez d'ailleurs des représentants de la nation qui portaient la soutane en hémicycle. Bon. Donc, ça n'est pas l'effacement. C'est simplement un principe de séparation et de liberté. Et donc, moi, je tiens à ce distinguo. Et après, troisième catégorie, ceux qui servent le service public, eux, ont un devoir de neutralité, pas de signe. Et là, on complète ce dispositif avec ce qu'on vient de faire sur les délégataires. Qu'est-ce qui fait que ce débat prend un tour qui est passionnel à chaque fois? C'est que ça, je vous parle du point de vue de la loi, de ceux qui gouvernent, de mon point de vue.
Mais d'abord, il y a une insécurité culturelle dans notre pays et tout s'amalgame dans la tête des gens. Et donc, quand on ne règle pas le problème de l'islam radical, quand des choses inacceptables s'installent, toute manifestation de la religion au nom de laquelle certains font le pire devient insupportable pour certains de nos concitoyens. C'est ça ce que d'autres, mieux que moi, ont appelé l'insécurité culturelle. Et donc c'est là où une tension crée, parce que dès que tu fais partie de ce camp, et c'est là le piège, ce qui est terrible. Et c'est ça qu'il nous faut collectivement déconstruire. Pour ça aussi que je compte sur vous, qui à chaque fois d'être très vigilants. Ce n'est pas la même chose. Et c'est très important. Et ensuite, il y a deux points de vue de celles qui portent le voile dans la société. Et j'en distinguerai deux. Il m'est impossible de les séparer au premier regard. Les deux existent. Et ce qu'il nous faut là aussi, c'est les déconstruire. Il y a la jeune fille libre, ou la femme libre, qui est citoyenne pleinement et qui décide de porter le voile. Librement, parce que c'est sa culture, parce qu'elle considère que ça n'est pas forcément seulement religieux, parce que ça va être sa culture, c'est son choix libre. Qui suis-je pour lui dire qu'elle n'aurait pas les mêmes droits qu'une autre citoyenne? Si je fais ça, je commets une faute. Et je sais qu'il y a eu tout ce débat sur les sorties scolaires et qui est un débat très compliqué, qui n'est pas que juridique. Mais j'essaie aussi d'être pragmatique. Cette femme-là est peut-être celle qui va amener la classe dans une sortie scolaire à la piscine ou autre. Si je lui dis d'arrêter, qu'est-ce qu'elle va faire? Enlever son enfant de l'école peut-être. En tout cas, je la renvoie à une identité que je ne reconnais pas, dans un espace où cette identité peut s'exprimer si elle l'a librement choisie et qu'elle respecte toutes les lois de la République. À côté de ça, il peut y avoir la même jeune fille, presque, qui met le voile, parce que c'est un projet, parce qu'elle le fait en référence à une conviction, à un projet politique, à une volonté revendiquée, déstabiliser, provoquer, venir en convaincre d'autres, déstabiliser le système en son sein. C'est ça qui nous pose problème. La difficulté, c'est que je ne peux pas m'attaquer à cela par une loi qui toucherait les deux, parce que ce serait injuste. Et donc, la seconde femme qui choisit ça, il ne faut pas la prendre par le voile, si je puis dire. Il ne faut pas attraper le sujet par ce signe. Il faut essayer d'aller la récupérer par tout le reste et lui interdire ce qui, manifestement, est incompatible avec nos règles. C'est-à-dire qu'il faut, en tant que responsable d'une association, identifier ce qui nous pose problème et n'est pas conforme aux lois de la République, dans les discours qu'elle mène, dans l'association où elle œuvre. Et il faut aussi faire ce travail de conviction qui est, si je puis dire, cette République de l'espoir. Est-ce que c'est vraiment ton choix? Est-ce que tu considères que tu es une citoyenne libre avec cela? Est-ce que ton projet est vraiment un projet de République? Est-ce qu'il est mieux pour nous tous? Moi, je ne crois pas. Pardon de rentrer dans l'intimité de ces cas, mais c'est ça qui nous est posé. Et parfois, les lois sont trop univoques. Et il nous faut donc de l'intelligence collective. Mais je veux dire par là que ces débats, je les connais trop, j'en ai moi-même tant vécu. Je ne voudrais pas que vous enfermiez ni le ministre de l'Éducation nationale, ni les parlementaires dans des rôles qui ne sont pas les siens. Tous les jours, le ministre de l'Éducation nationale porte avec nos enseignants exactement ce que je viens de dire, au concret. Et quand il va se battre pour les devoirs faits, quand il va se battre pour justement le périscolaire, il va au cœur de tout cela. Il y a beaucoup dans des associations qui le portent, qu'elles soient sportives ou scolaires, cela. Donc je ne voudrais pas qu'on réduise le ministre de l'Éducation nationale à des caricatures qui ne correspondent pas ni à sa pensée ni à son exigence. Bonjour Monsieur le Président, Agathe Lambray pour BFM TV. Quand vous étiez ministre, vous vous opposiez régulièrement aux tenants d'une laïcité de combat, d'une laïcité revancharde. Vous aviez même expliqué qu'il ne fallait pas de nouveaux textes pour lutter contre l'islam radical. Et aujourd'hui, vous présentez une loi. Donc je voulais savoir ce qu'il s'était passé. Je voulais vous livrer aussi l'analyse de Manuel Valls. Manuel Valls explique que vous avez changé, que vous êtes, je cite, loin de ce discours libéral-libertaire, de la culture du déni et de la recherche d'excuses qui étaient les vôtres. Est-ce que vous revendiquez, vous assumez, vous considérez avoir évolué avec l'exercice du pouvoir? Alors d'abord sur les principes et la cohérence que je veux défendre. Ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est la même philosophie que celle que j'avais devant vous il y a plusieurs années. La laïcité que je viens de défendre devant vous, les principes sont les mêmes. Je ne crois jamais avoir dit ce que vous avez évoqué sur un texte sur l'islam radical. Je pense avoir évoqué
des textes et des changements constitutionnels pour lutter contre le terrorisme, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas la même chose. Et qui était, à l'époque, les projets de réforme constitutionnelle, vous en conviendrez, et je crois que tout le monde en a convenu, a posteriori, peu utiles et surtout clivants. On essaie de faire l'inverse, des choses utiles, concrètes, précises, et pas exagérées. Et donc je continue à vous dire que je pense que ça n'était pas la bonne voie, la voie est au concret. Après, est-ce qu'on change à l'épreuve des faits et du pouvoir ? Heureusement. Heureusement. Mais je revendique d'être cohérent dans la philosophie qui est la mienne et l'attachement à la République qui est le mien. Ma République n'a pas d'adjectif. La laïcité de Briand n'a pas d'adjectif. Et je pense qu'elle n'en a pas parce que c'est une loi de liberté et parce que la République est d'abord un projet de conquête. Simplement, pour qu'il puisse avancer, il faut de l'ordre. Et donc, j'ai appris au concret des choses que je voyais moins. J'ai vécu le terrorisme de là où je suis, mais j'ai appris et découvert tout ce que j'ai évoqué, partagé avec vous. Donc oui, ça vous change. Et j'ai forgé la conviction qu'il nous fallait répondre de manière la plus adaptée possible à cela. Voilà. Mais après, je ne crois jamais avoir été un libéral libertaire. J'ai été soutenu par des libéraux libertaires, pour qui j'ai beaucoup d'affection, mais ça n'est pas ma ligne. Donc là aussi, je pense que l'esprit de finesse, c'est une bonne chose. Mais je pense que collectivement, s'il faut qu'on avance, il ne faut pas toujours essayer de renvoyer les gens à des caricatures d'eux-mêmes ou au flipper des commentaires. Je trouve qu'on est constamment en train de faire ça. On parle d'un sujet très compliqué. J'ai essayé de déplier à la fois une philosophie, une pensée et des actions. Rentrons dedans. Et au fond, peu importe de savoir ce que Pierre-Paul Jean-Jacques pense, que tout le monde s'engage, et sur le fond qu'il bouge les choses. Mais bon, sur ces sujets, moi je veux saluer en tant que responsable politique l'engagement de Manuel Valls. On a pu avoir des désaccords, j'ai de l'amitié pour lui et du respect, et il a toujours été un républicain très engagé et qui a mené des combats courageux. Donc voilà. Bonjour Monsieur le Président, Gauthier Vaillant pour le journal La Croix. Il est probable qu'un certain nombre de Français aient le sentiment de faire les frais de la lutte contre l'islamisme. Par exemple, les parents qui, sans être des islamistes radicaux, font le choix de l'école à la maison ou de l'enseignement hors contrat, mais aussi les responsables des cultes, musulmans et les autres, qui craignent peut-être que l'État n'adopte une approche sécuritaire du fait religieux dans la société. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui pourraient s'inquiéter de... Alors, d'abord, je veux vraiment les rassurer sur ce point, parce que vous avez compris, et je l'ai dit à plusieurs reprises, que ce n'est ni notre intention, ni ne sera notre action. J'ai rencontré il y a 2 jours les responsables des cultes avec le ministre. Nous avons eu un débat très apaisé et j'ai pu apporter toutes les clarifications. Les représentants du culte musulman sont conscients de la situation et se sont engagés. Et les autres sont évidemment conscients aussi, prêts à aider. Et je crois que tout ce qu'on a proposé est totalement conforme à l'organisation qui est la leur. Aurions-nous totalement interdit les associations cultuelles en loi 1901 ? Là, je vous rejoins. Mais ce n'est pas la voie que nous avons choisie. Parce que plusieurs autres religions, en effet, en France, ont adopté la loi 1901. Mais j'ai évoqué les contraintes que nous allons y mettre. Le ministre a commencé à rentrer dans le détail de ce texte avec l'ensemble des religions. Tout le monde est d'accord. Donc vraiment, on a fait très attention, c'est d'ailleurs ça qui nous a demandé beaucoup de travail, pour qu'il n'y ait pas d'effet de bord. Sur ensuite l'école, on va expliquer et accompagner. Il n'y a pas tant de cas que cela de déscolarisation totalement choisie. Si c'est pour des raisons religieuses, il y a suffisamment d'écoles sous contrat et hors contrat pour apporter une réponse qui soit conforme à ces aspirations. Et je pense que c'est important de les avoir, c'est la liberté d'enseignement, et d'avoir ces contrôles. Et après, il y a des cas plus isolés, on va faire ça avec intelligence et méthode pour répondre aux cas justifiés. C'est pour ça que j'ai cité en particulier les sujets médicaux, mais pour être sûr de fermer cette voie très claire. Donc non, vraiment, je suis ici, je veux vraiment avoir ce message pour l'ensemble, non seulement des cultes, mais de toutes les familles politiques et philosophiques. Je crois que la démarche que je vous ai présentée aujourd'hui et les textes qui seront portés par les ministres, sont d'une fidélité extrême à notre République et à ses principes. Extrême. Et je le cite à dessein dans un moment où parfois on pervertit cet adjectif.
C'est-à-dire il n'y a pas de concession faite et nous ne cédons pas aux injonctions du temps présent. Voilà, je crois que c'est terminé. Donc nous allons continuer avec mesdames, messieurs les ministres et nos élus. Merci beaucoup et je compte sur chacune et chacun d'entre nous.